Je m'appelle Claudet Gadbury. J'avais 31 ans quand mes parents ont décidé que la maison que mon grand-père m'avait léguée ne m'appartenait plus. Je travaille dans un hôpital, mais pas dans le genre de poste pour lequel les gens applaudissent. Je m'occupe des systèmes qui tombent en panne silencieusement, mots de passe, imprimante, réseau qui fige au pire moment possible, des urgences qui bipent mais ne saignent pas. Je suis la personne que les infirmières appellent quand un petit détail menace de dégénérer. Fiable. C'est le mot que tout le monde utilise. Mes parents l'utilisent aussi. Mais quand ils le disent, cela ressemble à un levier. J'habite dans la maison de mon grand-père sur Birchland, une modeste demeure en briques avec un toit pentu et un garage pour une voiture qui sent l'huile et les vieux gants de baseball. Le genre de maison qui craque quand la température change, comme si elle s'étirait. J'y ai emménagé 2 ans avant sa mort, quand les escaliers ont commencé à lui paraître hostiles et que les dates s'échappaient de sa mémoire comme des pièces de monnaie par le trou d'une poche. Au début, j'avais apporté un lit de camp juste pour les nuits où il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, puis un lit, puis des vêtements dans la commode, puis une routine qui est devenue ma vie. Il m'a laissé la maison dans son testament parce que, tu es resté. L'avocat a lu cette phrase à haute voix. J'ai hoché la tête comme si je comprenais. Puis je suis allé dans le couloir et j'ai pressé mes paumes contre le mur jusqu'à ce que ma respiration redevienne assez calme pour paraître normale. Ma petite sœur Marissa a 26 ans. Elle a un sourire qui ressemble à un élan. Elle parle des maisons comme certains parlent de vacances, des cuisines lumineuses, de larges comptoirs, une lumière coulant sous des angles qui suggèrent le bonheur. Elle collectionne des plantes qu'elle oublie d'arroser. Elle rêve à voix haute. Chaque réunion de famille se transforme en une présentation de Marissa. Ma mère se penche pour mieux l'écouter. Mon père hoche la tête comme s'il approuvait un plan d'architecte. Je resserre les boissons. J'écoute. Il y a 3 dimanches de cela, nous dînions chez mes parents. La même table en bois sur laquelle je faisais mes devoirs. La même marque là où mon père avait laissé tomber une clé anglaise en 2004. Poulet rôti, haricots verts à l'ail, tarte achetée au magasin. J'avais apporté du pain et une salade. C'est mon créneau, les glucides et quelque chose de vert. Marissa est arrivée en retard, impeccable, son téléphone déjà déverrouillé. Vous ne croirez jamais quelle maison j'ai vue, a-t-elle dit en faisant défiler les photos. Des arches, de vrais parquets en chêne, un garde-manger qui semblait plus grand que ma cuisine. Ma mère lui a touché le bras, montre à ta sœur. Je me suis penchée. Chaque photo semblait sortir d'un magazine. C'est joli, ai-je dit, parce que c'est ce que je dis quand ses rêves ont besoin d'être encouragés. Après le dessert, ma mère s'est raclé la gorge, ce petit son doux qui signifie toujours qu'une décision est sur le point d'être prise. Nous avons discuté, a-t-elle dit. À propos de la maison, ai-je pensé. La mienne? Celle que grand-père t'a laissée, a ajouté mon père, croisant ses mains comme s'il était à l'église. C'est beaucoup pour une seule personne, a continué ma mère. Les impôts, le jardin. Tu travailles déjà si dur. C'est pratiquement une maison gratuite, a lancé Marissa avec légèreté, comme si elle expliquait la gravité. Tu pourrais faire un geste généreux. Mon père s'est penché en avant. Nous pensons que la décision intelligente est de vendre Birchland et d'utiliser la valeur nette pour l'apport de la maison de Marissa. Les taux sont élevés. Le timing est crucial pour la famille. Ma mâchoire s'est crispée. Grand-père me l'a laissé. Oui, a dit ma mère rapidement. Parce que tu t'es occupé de lui et que tu étais, elle se racle la gorge reconnaissante. Mais il aurait voulu aider tout le monde. J'y habite, ai-je dit. Marissa a penché la tête. Claudet, ne sois pas égoïste. C'est une maison gratuite. Soit tu partages, soit tu n'es plus ma sœur. La phrase a frappé fort. Personne n'a bougé. Mon père a ri une fois, d'un rire sec et nerveux. Personne ne renie personne, a-t-il dit. Nous avons déjà trouvé une excellente agente immobilière. Elle peut passer dimanche prochain à 14h. Dimanche à 14h, a répété ma mère, souriant comme si quelque chose venait d'être approuvé. Il disait, nous. J'ai empilé les assiettes. À la porte, ma mère m'a serré fort et a murmuré, ne sois pas dramatique.
Les maisons ne sont que des boîtes. Dehors, la lumière du porche vacillait. Quand je suis rentrée, mon téléphone a vibré. Un message dans le groupe familial: n'oublie pas ta clé de maison dimanche pour que l'agente puisse mesurer les fenêtres. Pas de point d'interrogation, pas de « si », juste un plan. Je me suis assise à l'établi de mon grand-père et j'ai passé mes doigts sur les marques qu'il avait laissées avec ses mains. J'ai ouvert le tiroir où je gardais le testament et j'ai relu la phrase « parce que tu es resté ». Je suis restée quand il mélangeait le dîner et le petit déjeuner. Quand il demandait si son frère, mort depuis 1993, était à la maison. Quand il avait besoin d'entendre mes pas la nuit, juste pour savoir que la maison ne l'avait pas englouti. Je suis restée quand les factures ont commencé à arriver avec son nom barré et le mien écrit à la place: taxe foncière, réparation de toiture, un chauffe-eau qui a lâché le jour même où les gouttières se sont bouchées, un système de sécurité avec lequel il dormait mieux. Même s'il me coûtait 39 $ par mois. Je n'ai jamais mentionné que l'argent n'était pas le premier problème, mais il est arrivé comme un invité qui ne part jamais. Ma mère m'avait dit qu'ils étaient à court d'argent cette année-là. On te remboursera. J'ai payé quand même. J'ai gardé les reçus dans un dossier étiqueté « taxes payées ». Quand elle l'a vu une fois, elle a refermé le tiroir silencieusement et m'a demandé si j'avais pensé à repeindre les placards. Marissa est passée avec des photos de plantes grasses sur son téléphone. Quand tu vendras, a-t-elle dit en tapotant le mur, ça doit disparaître. Concept ouvert. Elle parlait comme si la maison était déjà en transition. Mon père réparait de petites choses, resserrait les charnières, changeait les piles. Avant de partir, il disait toujours « appelle si tu as besoin de quoi que ce soit ». Puis son téléphone sonnait, il faisait un signe de la main et partait. La nuit où mon grand-père a oublié mon nom pour la première fois, il m'a pointé du doigt et a dit « toi ». J'ai pointé mon doigt vers moi-même. Oui, c'est moi. Nous avons ri pour ne pas pleurer. Quand il est mort, les funérailles ont été courtes. Il détestait ce qui s'éternisait. Le testament était simple. Il laissait de petits objets aux personnes qui s'étaient déplacées. Il m'a laissé la maison. Pendant un temps, l'endroit a semblé être un musée de ces bruits, le grincement du plancher, le gargouillis de la cafetière. J'ai ignoré les SMS. Puis les messages du type « je pensais juste » ont commencé. Je pensais juste que les prix ne resteraient pas élevés éternellement. Je pensais juste que Marissa avait trouvé un endroit. Je pensais juste que Birchland devrait être un actif familial. Ils ont commencé à traiter la maison comme un projet dans lequel ils avaient déjà investi. Et c'est là que j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois, ils ne demandaient pas la permission. Ils allaient déjà de l'avant, et on s'attendait à ce que je m'écarte du chemin. La première chose que mes parents ont faite après avoir décidé que Birchland était un actif familial a été d'arrêter de me poser des questions. Ils communiquaient désormais par affirmation. Agente confirmée dimanche à 14 h. Il faudra que la maison soit rangée pour les photos. Le prêteur de Marissa veut des comparables. Je n'ai pas répondu tout de suite, ce qui signifiait apparemment que je me montrais difficile. Mon père a laissé un message vocal pendant que j'étais au travail. Sa voix avait ce ton calme et instructif qu'il utilisait quand j'étais adolescente et qu'il avait déjà décidé de la réponse. Ça n'a pas de sens que tu restes seul à errer dans une maison de 3 chambres, Claudet. C'est pour le bien de tous. Je n'errais pas. Je vivais. Ce soir-là, mon petit ami Evan est venu avec des plats à emporter et un pack de 6 bières qu'il avait oublié dans la voiture. Evan est quelqu'un de stable d'une manière qui ne s'annonce pas. Il n'interrompt pas. Il attend la fin de la phrase que vous avez peur de terminer. Ils ont déjà choisi une agente immobilière, ai-je dit, fixant le comptoir. Ils ont fixé 1 heure. Il a hoché la tête une fois. Est-ce qu'ils t'ont demandé ton avis? Non. Il n'a rien dit d'autre. Il s'est juste appuyé contre le comptoir et est resté là, ce qui m'a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène. La pression je me racle la gorge a rapidement grimpé après cela. Marissa a envoyé un message vocal voix douce, bord tranchant. Tu sais que je ferai la même chose pour toi. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Ma mère a pleuré sur le porche quand j'ai changé les serrures. Elle a dit que j'étais cruelle.
Je l'ai laissé entrer quand même parce que la mémoire musculaire est plus forte que la logique. Elle a parcouru la maison comme si elle lui disait déjà adieu. Les acheteurs remarquent les petits détails, a-t-elle dit, posant du ruban de masquage bleu sur les boiseries. Mon père est passé avec un mètre ruban. Pas pour réparer quoi que ce soit, pour prendre des mesures. Cette nuit-là, mon pouls semblait anormal, trop fort dans mes oreilles. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand la réalité se trouble, j'ai fait une liste. Chaque paiement que j'avais effectué depuis mon emménagement, taxes foncières, réparation de toiture, chauffe-eau, système de sécurité, réparation de la chaudière, gouttière, électricien. J'ai arrêté d'additionner quand le chiffre a dépassé les $9 000. Parce que voir tout cela réuni me serrait la poitrine, et parce que je ne voulais pas que mon amour ressemble à une facture. Le dimanche approchait comme une menace. Le groupe familial s'est rallumé, décision familiale. On met en vente en septembre. Agente dimanche à 14h. Sois correct. J'ai ri une fois tout haut, seul dans la cuisine. C'est cette nuit-là que j'ai appelé une avocate. Son nom était Mademoiselle Keller. Lunettes carrées, voix calme. Elle ne m'a pas regardé comme si j'étais dramatique, émotive ou difficile. Elle a lu le testament. Elle a lu l'acte de propriété. La maison est à vous, a-t-elle dit. Vous n'avez pas à la faire visiter. Vous n'avez pas à la mettre en vente. Si quelqu'un essaie sans votre permission, appelez-moi. Ils vont dire que je suis égoïste, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Les gens utilisent ce mot quand votre limite vous profite à vous et non à eux. Je l'ai payé et j'ai eu l'impression d'avoir acheté de l'oxygène. Quand je suis rentrée, il y avait une vieille carte d'anniversaire sur le comptoir de la part de tante Doreen, la sœur de mon grand-père. Elle avait été discrètement désinvitée des fêtes de famille il y a des années après une dispute que tout le monde appelait encore « l'affaire des limites ». À l'intérieur de la carte se trouvaient 2 billets de $5 fixés de travers et 4 mots de son écriture pointue, « Tu n'es pas une mule ». J'ai dormi cette nuit-là comme quelqu'un qui a un plan, même si je n'en avais pas encore. J'ai appelé tante Doreen le lendemain matin. Elle a décroché à la 2e sonnerie, prononçant mon nom avec précaution, comme si elle déverrouillait quelque chose de fragile. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant au bord de la route 7. Un café qui avait un goût de carton, des pancakes qui avaient le goût de l'enfance. Elle s'est glissée dans le box comme quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lui demande de partir. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans que son visage ne devienne un spectacle. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Ta mère déteste le sentiment du non. Ton père évite les pièces difficiles. Ta sœur pense que les envies ont juste besoin d'un meilleur éclairage. » Elle m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux, toi ? » Personne ne m'avait encore posé cette question. « Je veux du calme, ai-je dit. Je veux que Birchland ne soit plus une scène de théâtre. Je veux arrêter d'être la mule. » Elle a souri une fois. « Alors garde la maison ou vends-la, mais c'est toi qui décides. » Je ne peux pas la leur vendre, ai-je dit. Je ne peux pas signer des papiers et puis passer devant en voiture et voir le nom de Marissa sur la boîte aux lettres. Alors ne le fais pas, a-t-elle dit. Vends-la moi. Je l'ai fixée, stupéfaite. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Prix juste, net, pas de visite, pas de spectacle. Pour tourner la page, pas pour se venger. Mademoiselle Keller a confirmé que c'était légal. Doreen a proposé un chiffre qui avait du sens. Nous avons signé les papiers un jeudi. Le coup de tampon a résonné comme un petit coup de tonnerre. J'ai emballé ce qui comptait, mes outils, les photos, le couteau de poche de mon grand-père. J'ai laissé le canapé parce que Doreen l'aimait bien. Le dimanche à 14h, mes parents sont arrivés avec Marissa et l'agente immobilière. Doreen a ouvert la porte en portant la vieille chemise en flanelle de mon grand-père. Une plante était déjà posée sur la table du couloir. Le visage de ma mère s'est décomposé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle exigé de savoir. Doreen a brandi l'acte de propriété. « Ma maison. » Marissa m'a vu près du chêne. « Tu la lui as vendue ?» a-t-elle dit. « Oui. »« Tu as fait ça pour nous blesser ?» a dit ma mère.
Non, ai-je répondu. J'ai fait ça pour que ça s'arrête. Mon téléphone a explosé par la suite, appels, SMS, courriel. Mon père a envoyé un document intitulé « Ce que nous avons fait pour toi ». Marissa a envoyé une demande de paiement étiquetée « Fonds pour la maison ». Mademoiselle Keller a tout fait cesser d'une seule phrase. Le silence a suivi. Ce soir-là, Evan et moi avons dîné assis tranquillement. J'ai dormi 7 heures. J'ai écrit une nouvelle liste, les choses qui sont à moi. Mon temps, mon sommeil, mes dimanches, mon « non ». J'ai verrouillé la porte de l'intérieur et j'ai gardé la clé dans ma poche. Le silence n'est pas arrivé d'un coup. Au début, il venait par intervalles. 1 heure sans que mon téléphone ne vibre. Un matin sans un SMS déguisé en inquiétude. Une après-midi entière où personne ne me demandait de me justifier. C'était contre nature, comme se tenir dans une pièce après l'arrêt d'une machine, les oreilles bourdonnantes, attendant que le bruit revienne. Il n'est pas revenu. Mes parents ont essayé encore une fois, discrètement. Une lettre recommandée est arrivée 3 semaines plus tard. Pas vraiment une menace, plutôt une répétition générale. On y parlait des attentes familiales, de l'histoire partagée et de ce que grand-père aurait voulu, comme si une intention pouvait être réécrite après la mort. Mademoiselle Keller a répondu par un seul paragraphe, la propriété a été transférée à sa juste valeur marchande entre adultes consentants. Tout contact ultérieur devra être adressé à mon cabinet. Après cela, le silence s'est durci. Marissa m'a bloqué sur les réseaux sociaux, mais a quand même réussi à m'envoyer une demande Venmo de $60 000 avec la note « Fonds pour la maison ». J'ai décliné sans ajouter de message. Je ne voulais pas que mon refus ressemble au début d'une conversation. Ma mère a laissé un dernier message vocal. Sa voix ressemblait à une élégie. « Je ne te reconnais plus », a-t-elle dit. « J'espère que tu es heureuse. » Je l'ai supprimé à la moitié. Evan et moi avons emménagé dans un 2 pièces au-dessus d'un fleuriste sur Maple Street. Ça sent le lisse et le carton humide. Les fenêtres tremblent quand les camions passent. La cuisine est si petite que nous nous cognons les coudes en riant. Je dors d'une traite maintenant. Parfois, je cherche encore mon téléphone quand j'entends un bruit, m'attendant à une urgence qui n'existe pas. L'habitude met plus de temps à partir que les gens. Tante Doreen m'envoie parfois des photos de la maison. Elle a peint les placards d'un vert tendre que mon grand-père avait montré un jour dans un magazine en disant, peut-être qu'un jour. Elle a planté des tomates dans le jardin et a mis une chaise près du garage là où il s'asseyait pour trier ses vis dans des bocaux. Elle ne l'appelle jamais, ton ancienne maison. Elle l'appelle, Birchland. Un après-midi, j'ai retrouvé le Polaroid que j'avais glissé dans mon portefeuille il y a des mois, ma mère à 20 ans, riant sur le porche, les cheveux en bataille, intrépide. Je l'ai regardé longtemps, puis je l'ai rangé. Pas par pardon, mais comme la preuve que les gens sont compliqués et qu'aimer quelqu'un ne signifie pas renoncer à sa propre dignité. Je pensais que rester signifiait la loyauté. Maintenant je sais que c'est faux. Rester a failli m'effacer. Partir n'a pas fait de moi quelqu'un de cruel. Cela m'a rendu lucide. Ce n'était pas une vengeance. C'était un aboutissement. C'était déplacer le verrou à l'intérieur de ma vie et garder la clé là où personne d'autre ne pourrait l'atteindre.